La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Les voix de l'économie à 7h14. Stéphane Pedrazzi, votre invité, est économiste ce matin, directrice de recherche au CNRS à Aix-Marseille Université. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. Bonjour Fanny Henriet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre « L'économie peut-elle sauver le climat ?» au PUF, aux presses universitaires de France. La Commission européenne est en train de détricoter en partie son pacte vert. Elle s'en défend, mais elle a annoncé évidemment un allègement des obligations des entreprises au nom de la compétitivité. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que c'est l'occasion de repenser certaines mesures, certaines politiques qui n'étaient pas forcément les plus pertinentes ? Alors, on observe un retour en arrière des ambitions climatiques un peu partout dans le monde. Dans le cas de l'Europe, c'est assez inquiétant, mais on peut encore espérer que ce soit une occasion non pas de renoncer à l'ambition climatique de l'Europe, mais de remettre à plat les politiques et surtout de garder et renforcer les politiques publiques les plus efficaces, c'est-à-dire celles qui réduisent bien les émissions pour chaque euro dépensé par les entreprises, les États et les ménages. Là où c'est un peu embêtant, c'est qu'on sait que l'incertitude réglementaire est pas très bonne quand les entreprises doivent faire des décisions pour le long terme. Et on sait aussi que l'Union européenne a de nouvelles priorités. Elle va devoir se réarmer, investir des centaines de milliards d'euros dans la défense. Est-ce que ça ne risque pas de se faire au détriment de la transition écologique ? Alors, c'est un risque effectivement. Ce qu'il faut bien voir pour la transition écologique, c'est qu'en fait, à long terme et au niveau mondial, c'est rentable. C'est-à-dire que le coût de l'action, le coût de toutes ces politiques climatiques qu'on met en place, il est bien réel à court terme, mais à long terme, si on dépense pas cet argent-là, les dommages climatiques auxquels on est confronté sont bien supérieurs à ces coûts-là. Donc c'est des investissements qui sont rentables. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, évidemment, change la donne. Il a annoncé dès les premiers jours son intention de se retirer de l'accord de Paris sur le climat et son intention également d'augmenter la production d'énergie fossile. Vous savez la phrase « drill, baby, drill ». Ce retour semble avoir donné des ailes à tous ceux qui s'étaient engagés dans la transition à reculons et notamment un certain nombre d'entreprises. Oui, ce qui se passe, ce qu'on observe, c'est que les agents économiques sont prêts à faire des efforts pour le changement climatique tant qu'ils voient que les autres font aussi des efforts. Mais là, on commence à voir que les États-Unis cherchent plus à essayer de faire des efforts pour lutter contre leurs émissions. Donc le risque, c'est qu'effectivement, ça entraîne derrière tout un tas d'acteurs qui disent si les États-Unis font pas d'efforts, pourquoi moi j'en ferais ? Ouais, sentiment de payer pour les autres. Vous en parlez dans votre ouvrage Anticiper, préparer la transition coûte moins cher que de subir les effets du réchauffement. Mais ce discours, on a l'impression qu'il a de plus en plus de mal à porter. Pourquoi ? Oui, il a du mal à porter. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté dessus. On sait que les coûts immédiats sont bien inférieurs aux bénéfices de long terme. Il a du mal à porter parce que je pense que c'est plus facile parce que c'est une dépense immédiate. Voilà, parce que c'est une dépense immédiate et en fait, c'est plus facile de laisser les autres faire les réductions d'émissions pour nous. Et de dire moi je fais rien et puis je paye pas les coûts et puis je laisse les coûts les autres payer pour moi. Vous êtes économiste, on va parler justement sur le plan économique de la transition écologique. Est-ce qu'elle nous condamne forcément à la décroissance ? Alors, le premier élément, c'est qu'effectivement, la décroissance, ça marche. C'est-à-dire que si vous baissez l'activité économique, vous baissez de fait les émissions. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait baisser vraiment considérablement l'activité économique pour atteindre nos objectifs climatiques. On l'a vu pendant la crise sanitaire, les périodes de confinement ont eu un impact très mesurable sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait arrêter complètement l'activité humaine, j'ai envie de dire, pour atteindre nos objectifs. Oui, presque complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, si on ne compte que sur la décroissance, finalement, il faut revenir à un niveau de PIB qui serait celui des années 50-60. Or, la croissance nous a apporté énormément de choses depuis ces années-là, notamment en termes d'augmentation de l'espérance de vie et de confort en général. Donc, ça n'est pas suffisant. Dans votre ouvrage, vous consacrez également un chapitre à ce que vous appelez le techno-optimisme. Alors, c'est un sentiment très anglo-saxon que le progrès technique finira par nous sauver. Vous vous dites, attention, ce qu'on gagne techniquement, on a tendance à le consommer. Oui, donc l'autre solution, c'est donc effectivement de miser sur le progrès technique. Donc c'est ce que j'appelle le techno-optimisme. Donc le progrès technique, c'est très bien. Un des problèmes du progrès technique, s'il est
tout seul, s'il n'est pas accompagné d'autres politiques, c'est qu'effectivement, les gains d'efficacité qu'on a grâce à ce progrès, on a tendance à les utiliser pour consommer plus. Donc, concrètement, par exemple, si ma voiture consomme moins de carburant et donc elle émet moins de gaz à effet de serre, au lieu de me féliciter de cette économie, je vais peut-être rouler davantage. oui, parce qu'en fait, ça me coûte moins cher, chaque kilomètre me coûte moins cher. Et donc, ça me coûte moins cher de partir en week-end plus souvent. Ouais. Un autre exemple, c'est celui du chauffage. Imaginons je me chauffe à 19 et que tout d'un coup, mon bâtiment devient beaucoup plus efficace énergétiquement. Et ben, ça va me coûter beaucoup moins cher de me chauffer à 21. Et donc, plutôt qu'utiliser ce progrès technique pour continuer à me chauffer à 19 mais consommer moins d'énergie, et ben, je vais me chauffer plutôt à 21. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Dans votre ouvrage, l'économie peut-elle sauver le climat? Vous dites qu'il faut inciter et planifier, c'est-à-dire qu'il faut une approche de la transition via le prisme économique. Oui, en fait, ce qu'on observe, c'est que on baisse effectivement les émissions et on investit dans le progrès technique qui permet de baisser les émissions quand c'est rentable de le faire. Et donc, les incitations économiques sont des outils très très puissants pour enclencher la transition énergétique. Donc ça, c'est au pouvoir public, en fait, de trier, j'ai envie de dire le bon grain de livret, mais en tout cas ce qui est efficace et ce qui économiquement a du sens pour aider justement les acteurs de l'économie à s'engager dans la bonne direction. Alors il y a plusieurs solutions, mais évidemment pour toutes les politiques publiques, il faut les évaluer pour savoir si effectivement par euro dépensé, ça conduit bien à une baisse des émissions de CO2. Quel doit être selon vous le rôle des financeurs, les banques, les sociétés d'investissement? En sortie de crise sanitaire, elles soutenaient massivement les investissements ESG. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Oui, alors on peut toujours compter sur la bonne volonté des financeurs pour préférer des investissements qui sont plutôt vertueux que d'autres types d'investissements, mais on sait que ça risque de pas être suffisant. En fait, pour que les investissements soient faits, il faut que ces investissements soient effectivement rentables. Ça veut dire qu'il faut des politiques publiques derrière, par exemple comme celle de donner un prix au carbone, aux émissions de carbone, qui rendent rentable le fait d'éviter les émissions. Donc il faut revenir en fait à l'idée de départ qui est de faire payer le carbone. Je pense qu'on ne pourra pas se passer de politiques qui, in fine, renchérissent le prix du carbone en effet, parce qu'on sait que c'est très très puissant. C'est pas les seules politiques, mais c'est des politiques qui sont indispensables. Et est-ce que les consommateurs sont prêts à faire cet effort? En France, on a connu la crise des Gilets jaunes qui avait démarré sur une histoire de taxe carbone. Oui, alors c'est vrai. À l'époque de la crise des Gilets jaunes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette taxe carbone qui a été mise en place, mais sans particulièrement de processus de redistribution des recettes ou de compensation. Ce qui fait que cette taxe carbone, elle pesait beaucoup plus fort dans le budget des plus modestes. On peut imaginer des taxes carbone accompagnées qui permettraient d'enlever cet effet qu'on appelle régressif. Merci beaucoup Fanny Henriet, directrice de recherche au CNRS à Aix-Marseille Université et auteure de L'économie peut-elle sauver le climat aux éditions Presse Universitaire de France. Et merci à tous les deux. Bonne journée. La matinale de l'économie revient demain avec vous, Stéphane, dès 6h. Dans 2 minutes, un conclave sur les retraites et des cactus dans les coulisses de la politique d'Olivier Beaumont. Avant cela, explorons la langue française.